merci d'être présent à cette conférence. Donc, nous allons vous présenter un livre dont le titre est Vivre en écosystème étendu. Il est sorti fin septembre, le 29 septembre, et c'est aux éditions Mediapol, dont vous voyez le logo ici. Donc, je précise que cette première conférence d'une heure présentera une partie du livre, la première, et puis il y aura une session en novembre, une session en décembre pour aborder la deuxième et la troisième partie du livre. Voilà comment nous avons organisé les choses. Et évidemment, l'objectif n'est pas de vous expliquer tout en détail tous les contenus, toutes les choses que vous pourrez trouver dans ce livre. C'est simplement de vous donner un aperçu, de vous donner envie de le lire. Et puis surtout, je dirais, pour nous, ce qui est très important, c'est de pouvoir entamer un dialogue, d'échanger avec des spécialistes, avec des personnes qui ont d'autres vues que nous sur l'écologie. Et donc, c'est voilà, c'est le début, nous espérons le début d'échanges qui pourront nous faire progresser, qui pourront nous aider à affiner notre approche. Voilà, donc je vais vous présenter le sommaire pour ce soir. Donc, je vais vous dire un mot du Centre Teilhard de Chardin, puisque vous êtes l'auteur, hein, même si évidemment il n'écrit rien, le Centre, enfin, c'est édité au nom du Centre Teilhard de Chardin. Ensuite, je vous dirai un petit peu comment ce livre est né, comment il est arrivé, et puis je vous donnerai quelques éléments sur ses apports. Et ensuite, je passerai la parole à mes collègues Bernard Saugier et Jean-Pierre Maillard qui vous présenteront donc une partie du livre, comme je le disais tout à l'heure. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le Centre Teilhard de Chardin? Eh bien, c'est un centre, alors vous voyez ici une photo, il est presque terminé. Si vous passez sur le plateau de Saclay, de l'ENS Saclay, vous pourrez voir ce nouveau bâtiment qui va ouvrir ses portes très bientôt. Et qu'est-ce que c'est que ce centre? Eh bien, son objectif, c'est d'essayer d'établir des ponts, de favoriser les échanges, les discussions entre les scientifiques, les chercheurs, étudiants, professeurs, il y en a beaucoup sur le plateau de Saclay, recherche, et les philosophies, les sciences humaines, les religions. Parce que le constat, c'est qu'on fléchisse chacun dans leur chapelle, si je puis dire, et qu'il n'y a pas suffisamment de discussions croisées, de relations entre ces différents domaines. Donc, le Centre Teilhard de Chardin s'est donné pour vocation de faciliter les rencontres entre philosophie, sciences, spiritualité. Voilà. Donc, c'est un beau projet hein, qui est financé par les diocèses d'Île-de-France et les jésuites. Donc, c'est quelque chose qui a démarré il y a 10 ans, hein, dont la conception, la réflexion a démarré il y a 10 ans, et dont les activités, et ce que nous allons vous présenter en fait partie, ces réflexions donc, ont démarré il y a 4 ans. Et donc, le centre va vraiment prendre toute son ampleur lorsqu'il ouvrira ses portes à la fin de l'année pour pouvoir accueillir des étudiants, des chercheurs, des gens qui ont envie de travailler, de réfléchir ensemble sur tous ces sujets. Voilà. Alors, comment nous avons travaillé depuis 4 ans en l'absence de locaux, vous avez bien compris, eh bien, nous avons travaillé en organisant des conférences. Donc, nous avons eu depuis 4 ou 5 ans, vous voyez, un grand nombre de conférenciers qui sont venus parler d'écologie. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun avait un point de vue, un angle différent, parce que chacun avait un background, un parcours différent. Et vous, là, vous voyez un certain nombre de noms de gens plus ou moins célèbres qui sont venus nous parler de leur manière de voir l'écologie, la manière dont ils la pratiquent dans leur métier. Voilà, donc ça a été extrêmement enrichissant pour nous parce que on a, pendant 4 ou 5 ans, on a fait des petits documents pour des comptes rendus, on a enregistré, etc. Donc, on avait un énorme contenu qui était devant nous. Et donc, un petit groupe de 8 personnes, tous ces croisements qui sont scientifiques, économistes, neuroscientifiques, architectes, agronomes, agriculteurs, etc., tous ces croisements, c'est une richesse incroyable. Et donc, nous nous sommes décidés, et vous voyez les 8 co-auteurs de ce livre, à se dire, bon, on va essayer de mettre ces conférences ensemble et on va voir ce que ça va donner. Bon, alors,
ça n'a pas été très facile parce que, évidemment, avec beaucoup de contenu, comme je viens de vous le dire, il était difficile de trouver un fil conducteur, d'essayer de voir un peu ce qui réunit tous ces gens, avec des parcours si différents et parfois des approches très différentes. Jean-Pierre nous parlera tout à l'heure de 2 conférenciers qui étaient carrément pas d'accord, sur les questions énergétiques. Mais c'est aussi à travers ces contradictions qu'on s'est dit, qu'il y avait, quelque chose à chercher pour, réunir les énergies plutôt que, de conduire à des divisions ou à des incompréhensions. Alors, le travail, a duré, 1 an et demi, hein, pour aboutir à ce livre et nous avons, donc, proposé dans ce livre une approche, un concept nouveau que nous avons appelé l'écosystème. Quelques mots de quoi il s'agit. Ben d'abord, ça concerne la nature, l'environnement, ça concerne la biosphère. Donc Bernard, dans un instant, va nous en faire un peu l'historique et nous rappeler ce que c'est un écosystème d'un point de vue scientifique. Donc là, je vais rien vous apprendre. Et une seule chose que Bernard va m'autoriser à dire, c'est que cette notion d'écosystème met en évidence les relations entre des êtres vivants, entre des organismes qui interagissent dans un certain environnement. Donc, on est déjà là dans la notion d'interaction. Et puis, avec les économistes et les industriels et les entrepreneurs qui ont fait des conférences, le mot écosystème est employé tout le temps, mais c'est fait organisations économiques. Et donc, ces gens au niveau 2, là, et sont encore en relation. On retrouve cette même idée d'interaction, de relation, mais évidemment, ce qu'ils échangent, ce sont des informations, des connaissances euh, qui vont circuler d'une entreprise à l'autre, d'un centre de recherche à un autre, par exemple. Donc, le plateau de Saclay, pour nous, ça a été passionnant parce qu'on a tous les organismes de recherche qui échangent, plus ou moins d'ailleurs. Et puis, évidemment, le plateau de Saclay est un écosystème naturel, puisqu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui exploitaient les terres du plateau. Donc, c'est un bel endroit pour faire l'étude que nous menions. Et puis, très rapidement, on s'est posé la question, on s'est dit, mais tout ça, c'est bien tant que cela au message écologique. Pourquoi finalement on sent des réticences ou de changer leurs propres habitudes, changer leur manière de vivre pour des raisons écologiques. Et donc c'est là qu'on est arrivé à un stade où on s'est dit, en fait, il faut arriver à mobiliser des questions spirituelles chez les personnes. Il faut relever le débat d'un niveau, et c'est là qu'on est arrivé au 3e niveau, qui va faire appel aux émotions artistiques, à l'éthique, au spirituel, et évidemment, tout ça constitue la noosphère. Noosphère, bon, concept proposé par Teilhard de Chardin, qui est un peu une réunion des consciences et des intelligences pour aller quelque part. Donc, vous voyez le schéma se dessiner avec ces 3 niveaux, biosphère, infosphère, noosphère. Premier niveau, nature. Deuxième niveau, économique, social, culturel. Troisième niveau, et c'est de ces 3 niveaux, par exemple, le campus de la transition écologique, ou bien Félix Guattari, qui a proposé des choses qui ressemblent un peu à ça. Mais il nous a semblé qu'à chaque fois, il y avait des éléments, mais il manquait un élément important, c'est le spirituel. Nous mettons les pieds dans le plat en disant, il faut favoriser le spirituel, mobiliser le spirituel des personnes pour qu'ils comprennent l'importance de vivre en écosystème étendu et d'avancer dans le sens écologique que nous souhaitons tous. Alors, il y a un exemple qui est extrêmement intéressant, c'est celui du numérique. Parce que le numérique, c'est quelque chose, évidemment, vous savez tous que ça a des impacts sur le niveau 1, c'est-à-dire en termes énergétiques, en termes de pollution, en termes d'utilisation des matières, des terres rares. On sait impact sur l'économique. Bon, je ne vous apprends rien. Les GAFAM, ils peuvent économiser beaucoup d'argent en numérisant un certain nombre de leurs activités. Et vous savez aussi que le numérique, ça transforme l'humain. Mais en même temps, le numérique peut conduire à une forme de narcissisme, d'isolement pour certaines personnes, d'individualisme pour d'autres. Donc, il y a des aspects positifs, il y a des aspects moins positifs. Et qu'est-ce qui nous semble passionnant? C'est à chaque fois qu'on prend un sujet, bon là j'ai pris celui du numérique, il fallait bien prendre un exemple, eh bien c'est toujours d'essayer de se forcer à étudier les 3 niveaux. Premier niveau, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les impacts écologiques sur la biosphère? Deuxième niveau, les impacts économiques,
les relations, le business qui se passe entre les acteurs économiques. Et le troisième niveau, quels sont les impacts sur l'humain, sur les mentalités, sur la spiritualité des personnes. Et donc, les interactions d'un niveau sur l'autre. Et c'est ça qui est la richesse de cette méthodologie, structure en 3 niveaux, mieux identifier les facteurs niveau par niveau, puis les interactions d'un niveau sur l'autre. C'est ce qu'on appelle une approche systémique, puisque on est dans l'idée de système, de repérer les différents facteurs, et surtout, j'insiste à nouveau, sur les relations. Tout est dans les interactions entre ces facteurs. C'est là qu'évidemment tout se joue. Et puis, c'est aussi une approche holistique, puisqu'elle cherche à englober les plantes, les végétaux, la planète et également l'économie. Donc, nous avons donc insisté sur cette notion de relation, parce que les relations, je les ai décrites très rapidement. Au niveau 1, Bernard va revenir dessus. Au niveau 2, c'est évident, les écosystèmes économiques. Et au niveau 3, ce sont les relations entre les personnes. Qu'est-ce qui se passe entre les personnes? Si une approche, quelle qu'elle soit, conduit à la division, conduit à des agressions, eh bien, les relations sont cassées entre des groupes, entre des communautés, entre des personnes. Et donc, on sait à ce moment-là que l'écosystème humain ne va pas fonctionner. Nous disons qu'il faut faire attention également à retisser les liens humains, donc créer un écosystème humain qui soit vraiment dans la relation entre les personnes, et c'est là que peut jaillir la créativité, artistique, économique, scientifique, mais c'est là que peut jaillir également la fraternité et que nous pouvons conduire à ce moment-là l'humanité vers un meilleur. Quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'au niveau écologique, si on fait des divisions, on voit bien qu'on laisse des gens sur le bord du chemin. Il faut tenir compte de l'humain, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, et il faut tenir compte de tous les humains, essayer d'embarquer tout le monde dans le projet. Voilà, donc l'apport de notre livre, c'est une méthodologie, vous avez compris, hein, qui essaye d'approcher, d'aborder la complexité. C'est deuxièmement la mise en évidence des liaisons, des ponts entre disciplines, entre domaines, et puis des relations fraternelles, des débats constructifs entre les personnes. Pour garder l'espérance, parce que si on n'a pas embarqué tout le monde, si on n'a pas cette vue, je dirais positive, fraternelle, eh bien, on se rend bien compte que l'avenir va fonctionner, l'avenir sera meilleur, mais à condition de tenir compte de l'écologique, de l'économique, du social, pour embarquer tout le monde dans ce grand projet. Vous posez vos questions par l'outil de discussion de Zoom, je vais les regarder au fur et à mesure, et sur cette première partie que je viens de vous donner. Et maintenant, je passe la parole à Bernard qui va nous parler de la notion d'écosystème. Merci Bruno. Donc, voici mon titre, une approche scientifique. Bon. Donc, quelques rappels, l'écologie, ça vient du grec oikos, qui veut dire la maison, et logos, qui veut dire la parole, la science. Donc, c'est la science de l'habitat. Et c'est un terme créé en 1866 par un zoologiste allemand du nom de Haeckel, qui était connu aussi pour avoir fait le lien entre le développement de l'évolution de manière générale. Mais bien avant Haeckel, déjà Xénophon, économique, et qui décrivait la gestion de domaines agricoles. Alors, économique, il y a la même racine oikos. Comment est-ce qu'on s'y prend pour gérer un domaine et en prenant en compte aussi les aspects financiers auxquels s'intéressait Xénophon. Bon, si on regarde un peu plus près de nous, au 19e siècle, il y a eu une vague Humboldt qui a beaucoup voyagé en Amérique du Sud. Et ces voyageurs ont décrit la faune, la flore. Et une seconde, non, Bruno, merci. L'évolution, l'idée d'évolution est venue avec Lamarck, donc un Français, puis Darwin, et pas seulement Darwin, mais il y avait Wallace aussi. Parmi les idées de Darwin, il y en a une qui a été très féconde en écologie, c'est cette idée que les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, ont le plus souvent une grande fécondité. Et ça leur permet de conquérir rapidement un milieu vierge. On peut penser à l'élan vital de Bergson. Mais il y a la compétition avec d'autres espèces, il y a les ressources qui sont limitées dans le milieu, il y a la prédation, on peut se faire manger par quelqu'un d'autre, et puis il y a la mortalité, soit vieillesse, soit maladie. Et donc, il se produit un équilibre entre naissance et mort, ce qui limite l'effectif de la population. Donc,
dans la nature, on n'a jamais de population qui devient extrêmement envahissante. En général, elle est contrôlée par d'autres, et donc il se fait un équilibre au sein d'une communauté entre les différentes espèces qui la composent. Alors j'ai mis en bas des populations comme les actions de la bourse. On dit que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. La vue suivante, donc, est une communauté d'êtres vivants, c'est différentes espèces, et les espèces, si on pense aux plantes par exemple, on ne trouve pas les mêmes plantes selon que le milieu est sec ou humide, selon qu'il est fertile ou non, selon que c'est un milieu acide où on trouve par exemple des fougères, de la bruyère ou des chaud ou froid. Donc, elles se regroupent selon la nature du milieu. Et si on s'intéresse à un milieu minéral, comme par exemple une lave d'une éruption volcanique ou bien un sable, et ce milieu est colonisé par d'abord de petites plantes, des lichens, des petites graminées, et puis progressivement, il se construit une sorte de sol. Il y a des arbustes qui viennent s'implanter, puis des arbres, et c'est ce qu'on appelle une succession écologique. Et l'écologue cherche à comprendre et à modéliser ces successions, voire comprendre à partir des caractéristiques de ces espèces comment on peut envisager la façon dont elles vont se succéder à elles-mêmes. La vue suivante. Voilà. Alors, notion de biosphère et d'écosystème. Le premier qui a parlé vraiment de biosphère, c'est Vernadsky, avec un livre publié en 1926 et en 29. Et son idée principale, c'est elle qui a façonné la matière de cette surface. Ainsi, l'oxygène de l'atmosphère provient de la photosynthèse des algues, puis ensuite des plantes. Les roches calcaires proviennent aussi de la manière dont les organismes se sont sédimentés dans les océans, puis ont formé des roches. Donc, il y a un rôle extrêmement important de la vie. Poser le terme d'écosystème, il fallait englober l'environnement et prendre en compte toutes les relations qui existent, bien sûr entre les espèces entre elles, mais aussi entre les espèces et l'environnement. Et la matière circule à l'intérieur de l'écosystème et ça donne des cycles de carbone, l'eau, l'azote, etc. Alors, dans le cas du carbone, on peut dire que le carbone entre dans l'écosystème sous forme de CO2, gaz carbonique, via la photosynthèse des plantes, et il en ressort par la respiration. Alors, il y a la respiration des plantes, des animaux, des décomposeurs de matière organique morte, et tout ça donc forme le cycle du carbone. Alors, ce cycle, on va le voir dans la vue. Voilà, merci. Ce cycle était en équilibre jusque vers les années 1800, avec à peu près 60 milliards de tonnes de carbone. Un gigatonne, c'est 1 milliard de tonnes. 60 milliards de tonnes de carbone fixées chaque année par la photosynthèse, et il y en avait autant émis par respiration. Donc, ça faisait une teneur en 1800, et de manière croissante, les activités humaines rejettent du CO2, comme vous savez tous. Et actuellement, c'est à peu près 10 milliards de tonnes de carbone par an. Vous voyez, c'est fait 1/6 de ce que peut absorber la photosynthèse. Et cet excès de CO2 est en partie absorbé par les océans et la végétation terrestre pour un peu plus de la moitié, mais le reste s'accumule dans l'atmosphère, ça augmente l'effet de serre, réchauffe la Terre, et Jean-Pierre Maillard taille là-dessus. Alors, c'est un effet global indésiré. J'ai mis, on est entré dans l'anthroposphère. Je n'ai pas utilisé ce terme dans le livre, mais ça veut dire quelque chose qui est influencé globalement par les activités humaines. Alors, le dernier point, c'est qu'il nous reste à maîtriser cet effet et d'autres par une action raisonnée et concertée, donc entrer dans la noosphère, cher Ateyard. Passer de l'anthroposphère à la noosphère, pour moi, c'est devenir conscient et acteur de ce qu'on souhaite pour notre planète. Alors, vue suivante. Quelles leçons on peut en tirer pour vivre en écosystème étendu? Le plateau de Saclay, j'y suis attaché, moi. Il y a des agriculteurs encore sur ce plateau, il y en a une quinzaine. Il est encore à dominance agricole, il y a 2300 hectares. Il est colonisé sur ses franges sud par des constructions qui sont liées à la recherche, l'enseignement et la technologie, et il va y avoir aussi des constructions de maisons, d'immeubles, etc. Se confrontent avec celles qui sont déjà présentes et soit éliminées, soit forment un nouvel équilibre. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il se forme sur le plateau de Saclay un équilibre entre les acteurs du campus urbain, donc qui arrivent maintenant,
et puis ceux de l'agriculture, et puis aussi les gens autour du territoire. Ça suppose dialogue et objectifs partagés. Donc, on est dans le relationnel dont a parlé Bruno. Et ce n'est pas une utopie. Il y a une association qui milite dans ce sens, qui s'appelle Terre et Cité. Et c'est l'équivalent d'une association en Californie, sur la Silicon Valley, il y a l'Open State Authority, qui défend les espaces naturels de la Silicon Valley. Alors, anthropocène et anthroposphère, je vois la question. L'anthropocène, pour les géologues, c'est une nouvelle ère, mais tous les géologues ne sont pas absolument d'accord pour vraiment baptiser ça anthropocène. Et anthroposphère, eh ben, c'est l'action des hommes sur cette biosphère. Comment vivre en écosystème étendu sur le plateau de Saclay? Ben, localement, comme je disais tout de suite, on peut favoriser l'équilibre entre les activités recherche, développement, industrie du campus. Il faut un équilibre entre le développement urbain qui doit être maîtrisé et puis les activités agricoles. Donc, l'avenir verra si on arrive à trouver cet équilibre. Ensuite, globalement, eh bien, la société future, on peut la penser comme une mosaïque d'éléments en interaction qui se respectent mutuellement et qui respectent aussi la biosphère. Donc, un vaste projet. Et la réussite du plateau de Saclay, ça ne dépend pas seulement de la qualité de service désirable, et je pense que ça peut construire. Donc, notre apport, nous, dans le livre, c'est les faire pour s'orienter dans ce sens. Voilà, merci. Merci Bernard. Et donc maintenant, Jean-Pierre Maillard va prendre la suite. Donc, il va partager son écran et nous parler de dérèglement climatique et de transition énergétique. La partie que j'ai parlé, donc, c'est sur 2 chapitres. Alors, en fait, il y a eu avant le livre deux conférences sur la question de l'énergie qui étaient organisées donc par le groupe Écologie Intégrale, donc et qui portait donc sur la question de l'énergie et qui en effet portait 2 points opposés sur à propos de l'énergie nucléaire. Donc une première, c'était par Bernard Laponche, bon, et donc c'était le 17 novembre 2020 sur la transition énergétique dans le monde et en France, et puis Jean-Pierre Pervès, donc nucléaire et objectifs climatiques en France, donc le 26 janvier 2021. Alors, ces 2 conférences, elles portaient bien sûr donc sur l'énergie, mais elles avaient en toile de fond la question du climat, donc les 2 sujets, énergie et climat, étant étroitement liés. Alors, comment ça a été transposé dans le livre? D'une part, donc, alors, la première idée, c'était que la question de l'énergie devait être avant tout à l'échelle mondiale et pas en restant au niveau de la France, qui était plutôt quand même le fait des conférences, car le réchauffement climatique est global. Et puis, la question du climat et de l'énergie, donc, en les traitant de 2 chapitres séparés, donc l'un étant intitulé « Le dérèglement climatique » et l'autre « La transition énergétique ». Et alors, un point important sont des thèmes qui sont abordés par de très nombreux articles, dans de très nombreuses revues. Et donc, l'idée, c'est vraiment un essai de synthèse dans des questions qui sont complexes, mais comme a été dit par Bruno, dans une perspective nouvelle, celle d'un écosystème étendu. Et alors, dans la conclusion justement de chaque chapitre, eh bien, il y a une présentation de l'articulation dans ce contexte. Et donc, les 2 chapitres entrent dans la première partie du livre, donc, qui est l'approche scientifique, justement, et donc qui est le niveau 1 de l'écosystème étendu. Alors, le dérèglement climatique, donc, voilà le plan de ce chapitre. Bon, donc, les causes, les conséquences, donc les solutions techniques et les solutions éthiques pour atténuer les conséquences. Alors, les causes, donc c'est un rappel, depuis le début industriel, donc c'est bien connu, une augmentation croissante de l'abondance
des gaz à effet de serre naturels qui sont dans l'atmosphère terrestre, donc essentiellement le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux. Et donc, par exemple, il y a une augmentation depuis 2003 de plus de 10%, 36 milliards de tonnes en 2020. Et alors, aussi une augmentation de l'abondance des aérosols, et qui sont les poussières, donc qui contribuent au déclenchement des pluies, et donc les pluies torrentielles qu'on connaît. Et un effet aussi, justement, c'est la déforestation accélérée, donc ce qui veut dire une perte des puits de CO2, puisqu'on a une perte de CO2 de 30%, donc depuis le début de l'année industrielle, la surface forestière. Alors là, à résumer par ces données, justement, donc, qui a été présenté, le dernier point, c'est le premier volet du 6e rapport du GIEC. Et donc, et là, ça c'est au niveau mondial en moyenne, donc 1 degré par rapport donc, par rapport aux frais industriels. Et donc, et les modèles justement faits par le GIEC, donc les prévisions, c'est qu'avec le scénario émetteur actuel, donc c'est l'objet du 2e volet du rapport du GIEC, donc un réchauffement global qui irait jusqu'à 5 degrés centigrades, pouvant aller jusqu'à 12 degrés au pôle, et une élévation du niveau de la mer de 1 mètre. Alors, donc, bien sûr, les solutions pour atténuer le dérèglement climatique, donc, premier élément, c'est la transition énergétique qui fait l'objet du chapitre qui suit. Et alors, il y a des techniques, le captage mécanique, mais donc le rôle est quand même marginal. Le captage naturel, alors bien sûr, c'est la reforestation, et puis toutes les incitations industrielles avec le marché du carbone. Et alors, dès maintenant, dans ce rapport du GIEC, il y a dès maintenant une adaptation, parce qu'il y a des impacts qui sont irréversibles. Et alors, la conséquence, c'est le besoin, c'est la demande d'aller vers un développement sobre. Donc, et là, donc, on rentre en replaçant dans les notions d'écosystème étendu, donc l'information niveau 2 et puis l'appel à l'éthique au niveau 3. Et donc, maintenant, la transition énergétique, donc voici le plan qui se trouve dans le livre. Donc, d'abord un point du bouquet énergétique, un point sur les consommations d'énergie finale, les développements pour aider à la transition énergétique, et puis, en conclusion, une nouvelle vision nécessaire du développement économique. Donc, le bouquet énergétique mondial, il est rassemblé dans ce tableau qui se trouve dans le livre. Et alors, donc, il résume l'ampleur de la transition énergétique à effectuer, puisque le pourcentage des énergies fossiles carbonées, ça représente plus de 80% de la consommation totale. Et en partant aussi, on peut de signaler les inégalités mondiales de l'accès à l'énergie, donc présentées dans ce tableau. Donc, par exemple, un Américain consomme en moyenne 10 fois plus d'énergie qu'un Africain. Et puis, la face cachée de la transition énergétique aussi, c'est un des aspects. Donc, c'est les dépendances du lithium au cobalt et puis les dépendances aux terres rares. Et donc, la conclusion, développement économique, donc, pour une haute matière d'habiter la Terre, c'est vraiment tiré de Laudato aussi, donc, ça suppose donc une révision profonde des modes de production et de consommation, promotion d'une économie circulaire, ce qui veut dire réutiliser les déchets, promotion d'une sobriété énergétique et une transition énergétique qui ne soit pas uniquement technologique, ce qui réduit les inégalités, respecter l'environnement. Et donc, la conclusion vraiment finale, et qui donnera la parole après à Bruno pour la suite, justement, donc sur les chapitres qui suivront, donc c'est impliquer les acteurs économiques et politiques, donc ce qui veut dire vivre en écosystème étendu
au niveau 2. Voilà, donc j'ai terminé pour cette partie. Conclusion pour dire qu'effectivement, formation ou les questions énergétiques, notre objectif, c'est véritablement de l'interprétation que l'on fait de la situation de crise écologique et une manière de mettre en mouvement l'ensemble des populations. C'est ça qui nous semble absolument crucial parce qu'on voit très bien aujourd'hui que des personnes n'adhèrent pas, d'autres adhèrent, elles sont très militantes et on voit des formes de communautés se créer qui ne se font la guerre, entre guillemets. Donc, ces clivages que vient d'expliquer Jean-Pierre, que ce soit entre pays ou à l'intérieur même d'un pays, où évidemment tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si le carburant augmente, c'est plus grave pour certaines personnes que pour d'autres. Donc, emmener tout le monde dans ce projet nécessite véritablement d'avoir une réflexion à 3 niveaux et de mobiliser la spiritualité, l'éthique, la conscience de tout le monde. Alors, prochaine session, c'est le 24 novembre. Le 24 novembre, nous parlerons de la partie 2 du livre qui s'intéresse au domaine économique, social, et nous avons pour beaucoup d'entre nous de ce grand système de la restauration scolaire, si on l'analyse que sur l'angle strictement niveau 1 écologique ou que sur l'angle économique et social ou que dans l'angle, je dirais, spiritualité conscience, ça ne marche pas. Il faut mettre les 3 niveaux ensemble de façon à pouvoir véritablement faire évoluer dans le bon sens cette filière qui est celui du système économique plus largement, en particulier les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises. Nous avons eu des conférences passionnantes avec deux entrepreneurs très jeunes qui sont dans l'ESS et qui nous ont montré comment objectifs sociaux, avec évidemment l'idée que leur entreprise ne perde pas d'argent, ils n'en sont pas à gagner beaucoup d'argent, mais enfin au moins qu'il y ait un équilibre. Donc voilà quelques exemples qu'on donne dans le livre, des petites, des moyennes. Le secteur financier a aussi été décrit, voir comment il évolue avec les notions d'ISG, avec des critères qui consistent à regarder dans une entreprise, non pas uniquement les tableaux financiers comme c'était fait dans le temps, mais aussi de regarder les questions sociales, environnementales, donc tout ce qui concerne l'ESG. Donc voilà, donc c'est que je m'arrête, je précise cette notion d'écosystème étendu, c'est une notion nouvelle. Nous sommes les premiers à la proposer avec cette terminologie. Comme je vous ai dit, d'autres gens ont vu l'écologie avec 3 niveaux. Il y a déjà eu des tentatives, mais nous parlons plutôt que d'écologie à 3 niveaux. Nous préférons l'idée d'écosystème étendu pour bien signifier l'importance des relations entre les niveaux, le spirituel avec l'environnement et réciproquement. Et tout ça forme un système complet. Que l'écosystème étendu, c'est au-delà du concept, c'est une méthode pour chaque fois qu'un problème, de bien analyser les relations intra-niveau et inter-niveau. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez une ou deux questions, certains peuvent prendre la parole en ouvrant leur micro. Je vais peut-être poursuivre sur la réponse que tu as donnée à ma première question. Donc, cette notion d'écosystème étendu, cette expression n'existait pas avant que vous l'ayez trouvée. Est-ce que pour autant, elle est libre de, j'allais dire, peut-être pas libre de droit, mais enfin libre d'accès, ou est-ce qu'il est bon de se référer à votre livre quand si par hasard on utilise cette notion d'écosystème étendu? Oui, alors, bon, merci pour la question. On n'a pas véritablement abordé cette question avec la direction du Centre Teilhard de Chardin qui détient les droits, mais
la volonté collective de l'équipe de direction et de l'équipe écologie intégrale, c'est véritablement de lancer une discussion. C'est véritablement d'essayer de faire progresser ce concept pour lui donner une assise scientifique plus précise. Nous n'avons pas eu le temps d'aller aussi loin qu'on voulait. Et ce qu'on souhaiterait maintenant, c'est que des doctorants prennent le relais ou d'autres personnes, tous les gens de bonne volonté, poursuivent la réflexion en se disant, bon, précisons le concept d'écosystème étendu d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? Précisons la méthodologie qui va avec, c'est-à-dire comment on repère les 3 niveaux, comment on analyse les relations intra- et interniveaux. Donc, on a mis un peu, je dirais, en chantier quelque chose, on a lancé des idées, et ce qu'on souhaiterait, c'est que d'autres personnes s'en emparent pour aller plus loin, pour aller vers véritablement une méthodologie et que ça puisse contribuer à la fois à un progrès au niveau écologique, qui embarquerait tout le monde, comme je disais, pas seulement des clivages entre des communautés, mais en même temps qui permettrait de mieux analyser les situations complexes, parce que je crois, et Bernard, et Jean-Pierre, et moi avons mis l'accent sur cette complexité. Complexité veut dire multitude de facteurs et beaucoup de relations entre ces facteurs. Et c'est ça qui semble la bonne grille d'analyse chaque fois qu'on aborde une problématique écologique. Voilà, donc Patrick, je sais que tu es un spécialiste de la complexité. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que je ne te choque pas en disant ces quelques phrases. Bruno, j'aimerais ajouter quelque chose. Moi, en tant que, disons, écologue, j'ai été un peu agacé par l'utilisation du terme d'écosystème un peu à tort et à travers. Et alors, ce que je voulais, ce qui me semblait important, c'est de rappeler que les écosystèmes dans la nature, ça existe, ça a des lois qui font que ça marche et que ça a évolué depuis, ça fait 4 milliards d'années qu'il existe des écosystèmes. Et je pense que le développement de la vie nous donne des indications sur comment faire pour que ça fonctionne de façon efficace. Et ce qui m'ennuie un peu, c'est que dans l'empilement des écoles sur le plateau de Saclay, il n'y avait pas cette idée que si on veut que ça marche bien, eh bien il faut qu'il y ait des relations qui s'organisent entre les étudiants de ces écoles, il faut qu'il y ait des espaces de discussion qui soient ouverts et il faut que ce soit, qu'il y ait une confrontation salutaire qui se forme pour que chacun puisse trouver sa place. Donc voilà un peu une des idées. Oui, oui, je crois que Bernard a eu un apport extrêmement intéressant pour nous faire toucher du doigt le fonctionnement des écosystèmes naturels et en quoi ceci peut inspirer des fonctionnements des écosystèmes, comme je disais, scientifiques, économiques, innovants, puis ensuite des écosystèmes humains. Et je voudrais juste ajouter un petit mot sur les écosystèmes humains, donc le 3e niveau. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de diviseurs, il y a beaucoup de lanceurs de confusion, de gens qui lancent des choses, des fake news, des choses complètement fausses d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue humain. Et en fait, nous appelons ça la pollution de l'écosystème niveau 3. C'est une forme de pollution parce que ceci ne favorise pas le progrès de l'humanité vers le bien commun et vers des relations apaisées. Donc, nous avons très souvent fait des liens aussi, des liens, je dirais, d'inspiration. Il ne s'agit pas de copier, imiter la nature, c'est d'abord impossible, enfin, de s'inspirer de l'un pour que l'écosystème économique fonctionne mieux et pour que l'écosystème humain fonctionne mieux aussi.
Je voulais dire que je partage complètement l'agacement de Bernard sur l'utilisation abusive à tout bout de champ de ce terme écosystème. Bon, il y aurait d'autres exemples, mais bon, voilà, puisqu'on parle d'écosystème, Voilà. voilà, je voulais le dire, je partage. Voilà. Enfin, je crois que les spécialistes que vous êtes se font petit à petit une raison. Le mot est rentré dans le langage courant et utilisé un peu à tort et à travers. Alors, c'est le côté un peu agaçant, mais d'un autre côté, il y a un côté positif. C'est justement, profitons de l'utilisation de ce mot pour mettre en évidence cette notion de relation. Je crois qu'il y a trop peu de gens qui comprennent à quel point tout se joue dans les relations, hein, que ce soit au niveau naturel ou au niveau économique ou au niveau humain. Si les relations sont distendues, si les relations ne marchent pas, si des gens viennent les briser ou les polluer, eh bien, tout se complique et rien ne marche. Alors, je me permettrai Est-ce que je peux vous parler, parole. René Ducret? Oui. Bon, Vous avez parlé des relations. Alors, je me présente Jacques Peter, je suis de l'association de Jean-Pierre Perverse. Mais je suis conscient que les scientifiques et les ingénieurs, contrairement à ce que disent certains, ont un pouvoir limité et qu'il faut venir au troisième niveau. Alors, pour l'Église catholique, il y a un troisième niveau qui me paraît très important. Il faut qu'il y ait des communautés où l'on se parle, ce qui existe dans les entreprises que vous essayez de faire à Saclay. Les églises catholiques protestantes et orthodoxes sont lancées ensemble, Église verte et surtout Famille verte. Et je suis en train d'enquêter sur Famille verte, j'essaie de le faire pour une résidence familiale avec les petits-enfants. Alors, l'idée de Famille verte, c'est que dans une famille entre générations, on va faire le bilan du comportement de la famille et les jeunes qui souvent ont plus d'idées, je dirais, écologiques que leurs parents pourront s'exprimer, les parents ont le pouvoir et l'idée, c'est qu'une famille puisse avancer. Bon, moi, mon expérience, je dis commencer par donner 2, 3, 4 objectifs, qu'on prenne confiance et qu'on ne fasse pas tout de suite. Bon. Voilà. Alors, j'en ai parlé au Père Rouget, j'enquête là-dessus. Il me semble qu'il faut qu'il y ait des espaces où on parle, où on dialogue, alors, dans les entreprises et ailleurs, et je pense que vous ne devez pas ignorer cet aspect-là. Bien sûr. Il me paraît tout à fait essentiel. En plus, c'est un mouvement écuménique, c'est tout à fait remarquable aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que les jeunes, très souvent les étudiants, ont une angoisse, et tout le monde sait que le meilleur remède vis-à-vis de l'angoisse, c'est de dialoguer et de faire ce qui dépend de soi. C'est ça. Voilà, merci. Et tout à fait. Alors, le Centre Teilhard de Chardin sur le plateau de Saclay a le même objectif, hein, faire se rencontrer des personnes qui s'ignorent, qui ne se connaissent pas, favoriser le dialogue. Et je vais vous faire une confidence là, c'est que notre groupe, plutôt que de continuer à faire des conférences, nous avons décidé de prendre notre livre et d'aller à la rencontre des étudiants. Et ce que nous voudrions, c'est, peut-être certains d'entre vous peuvent nous aider, c'est de sonner à toutes les portes de toutes les écoles d'ingénieurs et de commerce déjà, on va dire, de l'Île-de-France, après on verra en province, mais d'essayer d'avoir vraiment un grand projet pour les rencontrer et pour s'écouter. Ils ont des approches de l'écologie qui ne sont pas les nôtres. Nous avons une approche avec ce niveau 3 qui nous spécifie un peu, hein, qui nous particularise par rapport à eux. Et c'est là qu'il faut échanger, et c'est là qu'il faut discuter, mieux les comprendre et qu'eux nous comprennent mieux. Donc, nous avons un grand projet et j'espère que d'autres pourront nous aider à le mettre en œuvre. Bon, je voudrais intervenir pour 2 choses. Alors, il y a une question qui a été posée, justement, qui posait la question, est-ce que notre livre, il est ciblé sur le plateau de Saclay? Alors, donc, je pense qu'il faut bien préciser que oui et non. Il prend le plateau de Saclay, puisque le centre Teilhard de Chardin s'élève sur le plateau. Bon, et il y a toute sa motivation et l'objectif qu'il suit. Donc, mais en même temps, il a un propos beaucoup plus général que ceci. Mais le plateau Saclay prend une espèce d'exemple d'écosystème complet, étendu justement à construire. Donc, alors il y a des moments où on traite un petit peu comment
il les traduit comment en sont les différents acteurs, hein, mais il n'est pas ciblé sur le plateau de Saclay. Voilà. Et puis, ce sera peut-être aussi un fin, parce que donc, ce concept, je pense, ça revient à la question qui était posée par Patrick Farfal. Bon, donc, faut bien rappeler que donc, tout ce travail, donc, notre groupe d'études, enfin de réflexion, a pris l'expression écologie intégrale, donc qui vient de Laudato Si, donc l'encyclique, hein, et dans laquelle apparaît l'idée que tout est lié. Et donc, c'est véritablement une manière de traduction de ce concept que lance véritablement et que pousse le pape François, justement, que tout est lié et qui se traduit, justement. Et donc, on essaye un peu d'ordonner, d'expliquer, d'expliciter, qui est le concept d'écosystème étendu. Exactement. Mais merci Jean-Pierre. Et donc, personne n'avait proposé cette terminologie et cette réflexion holistique dans aucune de nos conférences. C'est le groupe de travail, les 8 personnes que j'ai citées tout à l'heure, qui a vu émerger le concept grâce, et là on a nous-mêmes expérimenté ce que nous disons, c'est que nous avons fait intervenir, je ne sais plus, 20, 30 personnes sur des angles très, très différents. Et en mettant tout ça ensemble, on a senti, on a vu émerger le concept d'écosystème étendu qui n'existait pas préalablement et qu'aucun conférencier n'avait proposé lui-même. Pour répondre à la deuxième question de Marie. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, dernier petit commentaire, merci, très intéressant. Bon, ben, écoutez, nous espérons vous avoir intéressé effectivement et que, comme je le disais, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et ainsi prendre contact avec nous à travers le site centenaire-de-chardin.fr en un mot, ou bien nous sommes présents évidemment sur LinkedIn aussi, Facebook, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, nous ne demandons qu'une chose, c'est que la discussion se poursuive. Par exemple, Jacques, votre initiative est très intéressante dans le diocèse de Nanterre, si j'ai bien compris, et donc il y a certainement des liens à faire entre nous. C'est ce que nous souhaitons et c'est l'appel que je lance ce soir. Voilà, merci à tous, il est 20h, bonne soirée et j'espère que nous nous retrouverons le 24 novembre. Au revoir. Bonsoir. Merci.